Donc maintenant qu'on est sur MSF Venom, on va revoir tout ça, hein, parce que Metasploit, pour faire vos CTF, ça sera les bases. Et puis pour comprendre ce principe de command and control, hein, c'est à la fois un cadriciel, à la fois c'est un serveur de command and control. Donc on a deux composantes majeures. On a ce qu'on appelle Metasploit, mais Metasploit englobe, comme je vous le disais, c'est un framework, c'est un cadriciel, c'est-à-dire qu'on a plein d'outils, hein. Mais les plus puissants, ceux qu'on utilise au quotidien, il y a deux choses que vous devez bien distinguer. C'est le serveur de command and control avec sa base de données d'exploit qu'on appelle MSF console. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, vous connaissez un petit peu Metasploit, c'est MSF Venom. Venom comme le venin, ça va permettre de créer des charges utiles militarisées qui vont prendre le contrôle, pousser des bind shells, des reverse shells, etc., etc., utiliser des exploits. Donc, MSF Venom, je crée le virus. Hein, ce n'est pas un virus, mais je vais utiliser ce terme, même s'il est inadéquat. Et MSF Console récupère la main et va permettre de faire également pas mal de choses, à la fois en reconnaissance, en intel gathering, en scan de port. Vraiment, il y a beaucoup de choses, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que MSF Venom vous permet de générer des charges utiles. Il fera que ça, et il y a plein d'options, hein. On peut utiliser des encodeurs, on peut ajouter de l'offuscation pour essayer de contourner, faire de l'évasion avec les antivirus. Donc là, on va revoir les bases, on va revoir la syntaxe, hein, les différents types de payload, les types, les exécutables, les exés, comment créer des fichiers PowerShell batch, de l'HTML, hein, du HTA, HTML Application Payload. On va voir le Microsoft Installer Payload, DMSI. On va voir les DLL. On va avoir tous les vecteurs d'attaque vraiment possibles et inimaginables du PowerShell Payload qu'on appelle PSH CMD, du PS1, donc du PowerShell classique, du Visual Basic Payload. Tout ça vous servira pour vos tests d'engagement et pour vos CTF. Donc MSF Venom, comment ça marche? MSF Venom, je vous disais, c'est un standalone, hein, c'est-à-dire qu'il fonctionne tout seul, il fait partie de Metasploit, mais c'est un générateur de charge utile de payload, hein. Et avant, à l'époque, hein, de Backtrack, donc bien avant Kali, hein, Kali, je crois qu'on l'a appelé Kali en 2012, il me semble, je sais plus, 2012, mais bref, hein, avant, on avait Backtrack. Backtrack, avant que ça s'appelle Kali, ça s'appelait Backtrack. Voilà, on va faire simple. Et on n'avait pas MSF Venom, on avait MSF Payload et MSF Encode. Payload, c'était pour générer les payloads. Encode, c'était pour encoder, hein. Les encodeurs vont vous permettre de contourner les antivirus ou pas, hein, puisque avec le temps, forcément, les antivirus se sont améliorés. C'était assez trivial dans les années 2000 de contourner les antivirus. Vous savez qu'en 2020, 20 ans plus tard, ça devient tout de suite un peu plus compliqué, hein. Donc, on va revoir les bases, et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, MSF Venom, c'est à la fois de l'encodage et la création des charges utiles. Ça fait les deux en même temps. Donc on a fusionné MSF Payload, MSF Encode. Donc comment on l'appelle? Bah, vous m'avez vu, faites un sudo élévation de privilège et on l'appelle. Alors, vous me voyez, voilà. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez que je lui mets le... On va reprendre l'exemple de la précédente vidéo. Qu'est-ce que je lui dis? Alors, élévation de privilège, pourquoi? Parce qu'on va devoir écrire la charge utile sur le disque dur. Si vous n'avez pas les droits, si vous êtes dans un répertoire où vous n'avez pas les droits pour écrire, si vous ne faites pas le sudo, vous savez que ça va pas marcher. Donc le P, ça veut dire quoi? Ça veut dire le payload, payload type, hein, type de payload ou plateforme, hein. Il y en a qui ont... Ce qu'il faut retenir, c'est le type de payload et la plateforme, hein, c'est deux P. Plateforme, payload. Plateforme, vous l'avez là. La plateforme là qui nous intéresse, nous, c'est Windows, hein. Et c'est du Windows en 64 bits. D'accord? Après, j'ai quoi? J'ai le payload. Le payload, c'est quoi? C'est un meter-prêteur. Un meter-prêteur, c'est quoi? C'est tout simplement un shell amélioré, hein. On va dire que en cybersécurité, le meter-prêteur, c'est le super shell. C'est un shell qui vous permettra justement de communiquer avec le serveur de command and control et de faire plein d'actions directement sur la machine sans télécharger des outils, d'autres programmes pour lancer votre cyberattaque, hein. Tout est intégré dans le meter-prêteur. Enfin, pas tout, mais une bonne partie, on va dire. Donc là, on utilise un reverse TCP,
D'accord? Donc toute cette partie-là, c'est le payload type. Ensuite, on passe au L host, l'autre L pensée, c'est le listening, hein, qu'on appelle aussi listening IP ou listening host. C'est tout le temps votre Kali, c'est votre machine. D'accord? Ça, c'est mon adresse IP. Euh, Ça, c'est le port, hein, puisque qui dit adresse IP dit également port de communication pour récupérer un reverse shell, hein. Vous savez, je vous dis toujours, un shell de liaison s'en sert généralement pour faire du pivot. On va jamais utiliser un bind shell, un shell de liaison. Pourquoi? Parce que vous allez vous casser les dents sur le pare-feu, hein. C'est pour ça qu'on utilise un shell de liaison pour pivoter. Mais si on pivote, ça veut dire déjà qu'on a la main sur le serveur et qu'on a éventuellement ouvert les ports. Donc là, on contourne ce problème de pare-feu. Mais très souvent, hein, quand vous voulez récupérer la main sur une machine, il va falloir contourner le pare-feu. La plupart des pare-feux, je vous le répète tout le temps, sont ouverts en sortie. C'est comme ça que bah, on peut pirater votre ordinateur en fait. Donc, on va demander pas moi de me connecter au serveur, mais à l'inverse, au serveur qui se connecte à moi, à mon Kali Linux. Donc c'est un reverse. Et je lui dis, bah écoute, tu vas te connecter sur ce qu'on appelle le port script kiddie, le port Metasploit, c'est le port 444. D'accord? C'est le port par défaut utilisé par Metasploit. Ensuite, on peut passer des arguments, comme vous l'avez vu. Ensuite, on a le file type, c'est le F. Et là, je lui demande quoi? Bah, un exécuteur, un exécutable, un binaire, hein, Windows. Ça, c'est mon file path. Redirection, chevron, ça veut dire que je veux écrire dans quelque chose. Et il me faut quoi? Il me faut l'output file name, donc le nom de fichier de sortie. Mon nom de fichier ici s'appelle shell.exe. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va prendre quelques secondes, hein. Bon, on peut le régénérer, c'est pas un problème à la limite. Donc ça va prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc là, no platform was selected, il n'est pas content. Donc vous voyez qu'il a trouvé quand même, il va chercher dans sa base de données, module, plateforme Windows, et il va, il a choisi pour nous Windows. Ensuite, il nous dit architecture 64 bits, parce que je lui ai précisé, et il nous dit pas d'encodeur utilisé. Donc je fais un raw payload et je te l'enregistre. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui demander un format RAW, hein. Ça, on va pouvoir l'injecter directement en mémoire. Là, il va pas écrire dans un fichier. Là, il va nous compiler au format brut. Voilà. Donc là, techniquement, qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà la charge utile, hein. On n'arrive pas à la lire, c'est normal, parce que bah, elle a été compilée, mais on peut lui demander différents formats, hein, que vous compreniez bien. Donc ça, c'est vraiment la syntaxe de base. Ensuite, il y a ce principe. Alors, vous avez des cours complets, hein, Metasploit sur ma chaîne. Tapez Metasploit. Je vous ai fait des heures et des heures de vidéos. On va passer très vite, mais on a deux types de payloads. On a les stagers vs les stageless, hein. Ça, faut bien comprendre ce concept. Alors, les payloads, je vous ai dit que c'était des virus. C'est faux, ce sont des scripts malicieux, hein, qu'un attaquant va utiliser pour interagir avec la machine cible pour la compromettre. MSF Venom, il supporte plein de plateformes et de formats pour générer la charge utile. La sortie, bah, je vous ai dit, ça peut être des exés, du PHP, une DLL, ça peut être ce qu'on appelle un one-liner, hein. C'est-à-dire que c'est une commande concaténée en une chaîne de caractères, un string, et vous allez pousser directement tout ça sur la machine et elle va l'interpréter et ça va effectuer la compromission. Mais au niveau de la charge utile, contrairement à un one-liner, il y a un fichier final, hein. C'est ce fichier qui va me permettre de déclencher et de récupérer la main sur le système. Donc on a le stager. Les stagers, en fait, comment je peux les dissocier? Eh ben, ça va se passer comme ça. Imaginons qu'on parle de Windows, de notre ami interpréteur, et d'un reverse TCP. Il va falloir que ça va venir avec le temps, mais que vous réfléchissiez comme je vous ai dit. Plateforme, P, mon premier P, Windows. Deuxième P, payload. Payload,
metteur-prêteur. Et le metteur-prêteur, il faut quoi? Eh ben, il faut soit un bind, soit un reverse. Là, c'est un reverse. Donc, ça va être un reverse shell et l'autre protocole, c'est en TCP. D'accord? Par opposition au datagramme à l'UDP. Donc, je vais utiliser une connexion TCP qui va m'ouvrir un reverse shell. Ça sera un metteur-prêteur, le top du top, la Rolls-Royce, j'ai envie de dire, des shells. Et j'attaque une plateforme Windows. D'accord? Maintenant, si je vous dis ça, est-ce que c'est la même chose? Et non. Ok. Alors, comment on fait la différence? Eh ben, en fait, c'est un ou deux. Qu'est-ce que j'entends par là? Stager 2. Ok? Plateforme 1, payload 2. Si à la fin de ton premier P, plateforme, il y a un slash, et ton deuxième P, là, c'est metteur-prêteur, ça aurait pu être autre chose, hein? Mais il y a le slash, c'est que tu sais que c'est quoi? C'est un stager. Là, par contre, premier P, Windows, 1, et après, payload, qu'est-ce que j'ai? J'ai, surtout là, c'est celui-là qui est important, un par opposition, là j'ai un slash, là j'ai un underscore. Donc ça, c'est un stageless. Alors, quelle est la différence entre un stager et un stageless? Vous allez me dire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a les stage payload, payload à étage, et stageless, sans étage. D'accord? Alors, les stage payload, un flash. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? On a un payload primaire, une charge utile qu'on appelle stage 0, qui va créer une connexion entre la machine de la victime et celle de l'attaquant. D'accord? Un deuxième payload, le stage 1, contient l'exploit et ensuite envoyé à travers la connexion créée, qui va être exécutée sur la machine. Ça établit la connexion, et une fois que la connexion est établie, eh ben, on prend et on pousse la charge utile. On a A, hein, et on a Alice, B. Qu'est-ce qui va se passer? On parle d'un reversal, hein, dans notre exemple. Toto attend la connexion. B, Alice, la pauvre, va exécuter notre stager, notre stage payload. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, le stager, il va dire à l'ordinateur d'Alice, écoute, tu sors. Comme ça sort, le pare-feu, généralement, il est mal configuré chez 99% des gens, et eh ben, il va établir la connexion à l'ordinateur de Toto, le hacker. Toto, le hacker, automatiquement, il va pousser, là c'est notre stage 0, comme je vous disais, il va pousser le stage 1. Le stage 1 sur le serveur de command and control, Metasploit, on va, dans la base de données, récupérer l'exploit, et l'exploit, il va repartir. Vu que là, on a établi une connexion, il va repartir sur l'ordinateur d'Alice. Et une fois que Alice a récupéré, son ordinateur a récupéré, là, on peut contourner le pare-feu. Pourquoi? Puisqu'Alice a établi la connexion avant, avec le stage 0, maintenant le stage 1 se balade sans problème. Le pare-feu d'Alice ne sert plus à rien, on l'a baisé. D'accord? Et l'exploit s'exécute sur la machine d'Alice et on devient, par exemple, administrateur. Ok. On a les pleins pouvoirs, en tout cas, on a délivré via l'exploit notre agent, hein. L'agent, bah, c'est comme un espion, hein. L'agent, qu'est-ce qu'il permet? Il communique au serveur de command and control. Il communique, il va renvoyer des informations, hein. Alice, elle a quoi? Elle a un fichier qui s'appelle secret.txt sur son bureau. Eh ben, le serveur de command and control, qu'est-ce qu'il fait? Il commande et il contrôle. Il commande, il contrôle. Donc, il va envoyer une commande, il va dire, eh, à l'agent, vas-y, exfiltre secret.txt. L'agent, il va dire, ok, serveur de command and control, il va quoi? Il va s'exécuter. Et le serveur de command and control
va récupérer secret.txt de l'ordinateur d'Alice. D'accord? On commande et on contrôle. On contrôle via des commandes, via le serveur de command and control, aux agents. Les agents exécutent les ordres. Hein. C'est des petits espions. Et ils renvoient tout au serveur de command and control. D'accord? Donc en fait, on a une communication qui fonctionne comment? Eh ben, c'est bidirectionnel, mais dans un sens, c'est le serveur de command and control qui envoie les ordres, et dans l'autre sens, c'est l'agent qui exécute et exfiltre les données vers le serveur de command and control. Ça, il faut bien comprendre. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est quoi le stage? Celui-là, il est beaucoup moins discret. Pourquoi il est beaucoup moins discret? Parce que le payload est envoyé entièrement à la machine de la victime. Hein. C'est-à-dire quoi? Bah, ça contient en fait tout ce qui est nécessaire pour obtenir le reverse shell vers la machine de l'attaquant, et on n'a aucun transfert supplémentaire à partir de la machine de l'attaquant qui est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que cette fois-ci, quand Alice s'exécute, l'agent est déployé automatiquement sur sa machine, ça la compromet et ça pousse la connexion. Mais il n'y a pas de va-et-vient, hein, comme avec le stageless. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est beaucoup moins furtif. Donc encore une fois, tout va dépendre. Hein. Le stage envoie en une fois, il sera beaucoup moins furtif. D'accord? Le stageless, à l'inverse, l'antivirus, il va, il, il va laisser exécuter très souvent. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il n'y a qu'une partie. C'est le stage 0. Le stage 0, en soi, il y a pas de virus. Hein. Ça dit juste, écoute, j'aimerais me connecter à lui. Donc l'antivirus, il dit, ah ouais, ok, tu veux te connecter à Internet? Pas de problème, copain, je te laisse. Sauf que là, vous l'avez compris, il récupère l'exploit et il le pousse. Et comme l'antivirus a déjà accepté la communication et qu'il a scanné le quoi? Le stage 0 et il a vu qu'il n'y avait pas de virus dedans, bah quand le stage 1 revient, hein, et remplace le stage 0, hein, en fait, on joue sur les processus qui vont spawner en mémoire, et ben l'antivirus se dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc avec du stageless, vous aurez beaucoup plus de chances de contourner les antivirus. Hein, après, c'est avec l'expérience que vous verrez quand est-ce qu'il faut utiliser un stage et quand est-ce qu'il faut utiliser un stageless. Hein. C'est pareil, vous apprendrez comment il faut utiliser un bind shell, un shell de liaison, ou utiliser un shell inversé, un reverse shell. D'accord? Donc ça, c'est la théorie. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est, je vous disais, avec l'expérience, en fait. Ce qui est bien, hein, retenez ça. Parce que sinon, vous allez vous dire, ah ouais, il faut utiliser tout le temps des stageless. Non. Typiquement, les stageless, tu vas les utiliser dans des situations où la cible se trouve derrière un proxy, qui va bloquer le téléchargement de fichiers exécutables. Hein. En stageless, on a le reverse HTTPS que je te conseille, qui est chiffré. On peut utiliser du RC4 qui est chiffré. On peut utiliser du DOH qui est chiffré. Le reste n'est pas chiffré, ça ne nous intéresse pas. Et l'avantage du stager, le stager, bah, en fait, le chiffrement du trafic entre la victime et l'attaquant est lancé dès la première connexion. Donc vous allez être d'un côté plus flagrant, plus flag, hein, mais vous allez chiffrer automatiquement la communication. À l'inverse, hein, dans le stageless, vous allez avoir quoi? Vous allez peut-être contourner le proxy, mais la première initialisation, le handshake, eh ben, il va pas être chiffré. Hein. Il n'y a que le stage 1 qui va arriver en chiffré. Donc, encore une fois, hein, c'est est-ce que vous voulez euh, contourner le proxy ou chiffrer automatiquement la communication pour qu'elle soit indétectable par les sondes réseau. Donc encore une fois, hein, je ne vais pas développer, je vous ferai des cours complets pour comprendre ce principe. Hein, et surtout, on va parler en bas niveau, voir comment ça fonctionne sous Windows. Là, hein, encore une fois, c'est un petit rappel sur tout ce qu'on peut faire avec MSF Venom. Je ne vais pas creuser, ça c'est la théorie largement suffisante pour ce que vous avez besoin de savoir. Alors,
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut? Bah, je peux repartir avec mon MSF Venom et si vous avez des doutes, faites un liste, OK? Là, il vous dit: «Ouais, tu veux lister quoi, s'il te plaît? Parce que moi, je comprends pas trop». Là, on va lui dire: «OK, là, je veux que tu me listes les formats». Il va chercher dans la base de données, voilà, et là, il te dit: «Écoute, voilà, au niveau du quadriciel, les formats exécutables». Donc vous avez tous ces formats et les transforme. Donc là, on va pouvoir transformer en base 32, en Bash, en C, en C#, en Dword, en JS, etc., etc. D'accord? Donc on voit qu'on a beaucoup de choses. On attend les exécutables pour nos binaires. On a les transforms, hein, qui vont transformer, qui vont ajouter bah, une transformation. Firefox, Cisco, HPUX, Java, JavaScript, mainframe, énormément de choses. D'accord? Quand vous voyez multi, c'est multiplateforme. D'accord? C'est-à-dire qu'il va s'adapter et bah, il pourra attaquer autant du Linux que de l'Unix, que du macOS, que de la X, que du Windows, par exemple. Donc ça, c'est des commandes pareilles. Quand vous avez des doutes, n'hésitez pas, hein, à faire la liste et de voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les payloads. Alors là, il va y en avoir des milliards. Voilà. Et maintenant, vous savez quoi? Donc si on en prend un au hasard, ça c'est quoi? C'est un stageless ou c'est un stager? Si vous avez suivi un peu, on a quoi? Premier P, plateforme. Plateforme, 64 bits. Deuxième P, payload. À la fin, j'ai quoi? J'ai un slash. Donc, on a deux slash. D'accord? On a deux slash. Un, deux. Celui-là, on le compte pas. Enfin, vous pouvez le compter, hein, un, deux ou trois. Hein. Mais si c'était du 32 bits, on aurait quoi? On aurait juste Windows, slash, VNC inject, slash. Donc, celui-là, on ne compte pas. Donc, vous avez compris comment différencier du 32 bits? Eh ben, vous ne mettez pas le X64. D'accord? Donc, ça saute. Si vous voyez ça, c'est que c'est une charge utile en 64 bits. On utilise une charge utile en 64 bits pour attaquer un serveur. Hein, la plupart des Windows, vous le savez, maintenant vous utilisez des processeurs 64 bits, donc ça sera tout le temps du 64 bits. Typiquement, on utilise du 32 bits sur les anciens serveurs, les anciennes architectures, c'est-à-dire tous les processeurs avant 2004. Donc voilà, hein, c'est comme ça qu'on fait la différence en fait. Hop, c'est voilà, là, on le voit. Ça c'est quoi? Ça c'est un stageless. Ok, c'est un stageless. Pourquoi? Bah parce que architecture, shell, bind, ok, et on voit les underscores. D'accord? Donc on n'a pas de slash. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un stageless. D'accord? Donc vous avez tout avec l'explication chaque fois. D'accord? Donc ça c'est bon à savoir. Donc on a vu dans la précédente vidéo comment attaquer avec un NAT exe. Hein, je vous ai montré comment migrer automatiquement. Là, on va se prendre autre chose. Hein, on va varier les plaisirs. Maintenant qu'on a vu un peu tous les formats qu'on avait, je vais reprendre mon exemple, mais on va modifier. Je vais lui demander quoi cette fois-ci? Hein, le F est pas nécessaire. Je peux lui demander directement. Donc là, on va changer. On va passer en commande, hein, puisque je veux attaquer avec du PowerShell. Windows, je veux un reverse en PowerShell. C'est un type de payload qu'on a. Lhost. Vous connaissez, ce sera mon tune 0. Mon VPN, elle porte
Alors vous pouvez les mettre en majuscule, hein, comme en minuscule, hein, vous l'avez vu, à vous de voir. Et là, on va l'appeler directement sans se prendre la tête, hein, en format bat. Donc ça, c'est un PowerShell batch file. Donc qu'est-ce que ça fait? Bah, ça crée un fichier batch malicieux, hein, il a l'extension .bat qui est utilisé dans Windows ou MS-DOS, hein, les reliques, les reliquats historiques de Windows. Donc là, on va générer. Donc là, tout le code malicieux va être écrit dans le shell.bat. Vous voyez qu'il est tout petit, hein, il fait 1584 octets. Et on a bien notre fichier bat. Maintenant, bah, on va l'exécuter. On va voir si ça marche. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, il faut qu'on récupère déjà, qu'on lance un listener. Sinon, bah, ça va pas marcher. Donc, on va se lancer le serveur de Command and Control. Alors, on va se lancer le serveur de Command and Control. On va lui demander un petit exploit, un multi-handler, hein, pour récupérer la connexion. Là, j'ai un générique shell, non? On va faire un set payload. On a dit quoi? On a dit un CMD. Donc, je reprends exactement, hein. Vous devez reprendre à chaque fois. On a créé un CMD Windows Reverse PowerShell. Et ben là, je prends exactement la même chose pour récupérer la main. Si vous prenez quelque chose de différent, ça va pas marcher. Ok. Donc là, il nous dit option. Alors, le Lport, oui. Le Lhost, on va le définir. Euh, 0. Ok. Run. Alors, on va le lancer. C'est shell. Ok. Donc on a notre shell banner Microsoft Windows. Vous voyez qu'il bug, ça bug un peu, hein. C'est de la magie noire, mais voilà, je suis sur le système. D'accord? Donc bien sûr, pour partager ça, bah maintenant il va falloir aiguiser vos techniques de social engineering. Et naturellement, bah, dès que la personne lance, vous voyez notre fichier, et ben on voit que c'est fonctionnel. Maintenant, on va voir un petit peu le HTA, hein. Le HTML Application, HTA, c'est un programme Microsoft Windows et son code source, ça consiste à du HTML, du HTML dynamique. C'est un des nombreux langages de script, hein, supportés notamment par Internet Explorer, comme le VBA Script, le JavaScript, etc., etc. Donc là, c'est pareil, on va pousser une nouvelle charge utile. Cette fois-ci, elle aura l'extension .hta, utilisée sous DOS, utilisée aussi dans Windows. Donc là, on repart, hein, je vous montre, que vous comprenez bien. On est sur le serveur de Command and Control. On peut le faire dans les deux sens. On va d'abord configurer le listener et vous allez voir que c'est strictement identique à la charge utile. Ok, on peut soit vous me lancez d'abord le listener, ensuite vous créez la charge utile, soit vous créez d'abord la charge utile et vous lancez ensuite le listener. Ok? Mais les deux doivent être identiques. Donc là, si je fais un set payload sur Windows Shell, on va se prendre un reverse TCP. Ok, chance, set, host, chain 0. Maintenant, on va créer la charge utile. Donc, on va reprendre la même chose, sauf que il faut lui demander l'extension. Donc là, l'extension, c'est HTAR, PSH, ça donne un shell.hta, et c'est plus ça. On va prendre un reverse classique, exactement comme on vient de faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit Windows, on lui a dit shell, reverse, TCP.
Un ou deux. Un ou deux. Il va falloir prendre l'habitude. Donc, stager ou stageless? C'est un stageless, bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un slash. Donc pareil, en situation réelle, jamais on va utiliser le port, on utilisera un 443. Ok, on va utiliser ça et on utilisera des charges utiles qui sont chiffrées, ok, pour contourner les systèmes de protection. Mais là, c'est un exercice, vous l'avez compris. Donc, il génère la charge utile, HT1, mon adresse IP, en 445, shell, bon, HT1, et le HTA, bim. Si je fais pas le run ou l'exploit, ça risque pas de marcher. Voilà, pareil, on récupère la main via du HTA, d'accord? Donc là, pareil, il va queener, mais rien ne nous empêche d'interagir. Hein, c'est pour ça que généralement on utilise, après on va le migrer vers un méterpréteur, hein, puisque des fois, bah, on a des shells qui sont instables. Le but, c'est de récupérer la main. Après, on stabilise le shell. Après, on passe à la migration, l'exploitation, la post-exploitation. Maintenant, on va se faire un petit peu de MSI. Exit. Ça sera toujours multi-handler, hein. On va toujours utiliser un reverse TCP. On change juste l'extension de notre fichier. Donc, cette fois-ci, ça va être quoi? Eh ben, ça va être du MSI. MSI, c'est ce qu'on appelle les CAP, c'est les fichiers d'installation en fait d'une application. Vous lancez un fichier exe, mais en fait encapsulé dans l'exe, c'est quoi? Réellement, c'est un MSI. Le MSI permet ben, de faire un programme d'installation pour une application Windows. On va faire simple. Ok. Alors que je vous montre quand même. Ça ressemble. Ce PC Windows System 32. System 32, Spooler, Color. Voilà. Donc vous voyez, ça vous l'avez vu, Windows Installer, hein, vous l'avez vu maintes et maintes fois, cette icône. Hop, ça a installé une application qui s'appelle Foobar et il dit ah il y a un problème. Ah, il y a un petit problème. On vient de récupérer la main. D'accord? Donc pareil, différentes façons. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire exit, je peux faire un exploit ou un run, c'est la même commande. Et là, deuxième façon, comment on peut l'exécuter en ligne de commande parce que vous aurez pas tout le temps quoi? Bah, l'interface graphique, on va faire un MSI, exec, hein, exécute le MSI. On n'a pas envie d'avoir la fenêtre pour l'utilisateur, donc on va faire un quiet QN, hein, tu l'exécutes tout de suite et je te donne le MSI installé. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas la fenêtre, comme quand j'ai cliqué avec la souris. Donc, c'est beaucoup plus furtif. L'utilisateur va pas voir ça. Ça, il le verra pas. Hmm. Ni les messages d'erreur. Donc on a tout intérêt à utiliser cette commande et encore une fois, on récupère la main sur la machine. D'accord? Ensuite, on va se faire un petit stager, toujours en reverse TCP. On va utiliser un stager, mais une DLL. DLL, librairie dynamique sous Windows. On va injecter dans cette DLL du code malveillant et qui va pouvoir être utilisé par Windows, par DOS. Donc extension .dll. Je quitte, on relance. Hop, cette fois-ci, shell.dll. Donc l'extension, vous l'avez compris,
ça sera DLL et on reste en reverse TCP, hein. Alors, on a un programme qui s'appelle le Run DLL 32 et ouais, bah, c'est exactement ce qui va se passer. Ça va exécuter la DLL et on la passe direct en position 0, la charger et on va le pousser en position 0 avec Run DLL. Shell.dll, voilà. Maintenant, je devrais avoir ma DLL qui est là. Ouais, parfait. Donc, Run DLL32, interface de programmation. On veut quoi? Que ça lance shell.dll, virgule, position 0. Hop là, ça mouline. Ça injecte la DLL dans la mémoire. Et on récupère la main. Donc voilà, c'était encore une fois une petite mise en bouche, hein. On pourrait en parler pendant des heures. On peut utiliser du PS1, on peut utiliser du PSM1, on peut utiliser du PSM1 XML. Il y a beaucoup de formats, hein. On va pas tous les utiliser. Pensez que si vous devez exécuter du PowerShell, il faut je vais y arriver, PowerShell, pardon. Il faudra faire bypass, hein, ce qui va vous permettre bah, de lancer du PowerShell en contournant les règles de restriction. Donc voilà, beaucoup de vecteurs d'attaque, ASPX, Active Server Page Extended, ASP.NET comme on l'appelle. C'est utilisé essentiellement sur les ASPX et tous les serveurs d'hébergement, serveurs web Microsoft. Bref, hein, il y a énormément de choses. On peut s'en servir pour pirater notamment si vous avez la possibilité d'uploader un fichier sur un serveur, une image ou quoi que ce soit. Si vous utilisez la SPX, ça va vous permettre de faire du command injection, du pass traversal, pousser une RCE, récupérer la main sur le serveur. On peut utiliser du VBA, Visual Basic, pardon, qui est supporté avec Excel, Office, PowerPoint, Word, Publisher. Donc tout l'art, bah, ça va être l'art de l'ingénierie, l'ingénierie sociale. Et parfois, bah ouais, tout va dépendre. Mais il y a certains payloads qui vont être plus efficaces que d'autres, des virus de macro plutôt qu'utiliser du VBA. Après, avec certains antivirus, les VBA sont bloqués, d'autres c'est trop ancien, donc ça va pas être pris en compte par l'antivirus. Encore une fois, il va falloir monter des labs, faire des tests, hein, puisque avant de lancer une attaque, vous allez euh, cloner hein, l'environnement et tester l'ensemble de vos payloads. La dernière chose que vous voudrez, c'est de vous faire détecter par la partie adverse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.